D'abord, merci d'être venus aussi nombreux pour assister à cette conférence et dans un cadre que je trouve absolument merveilleux parce que c'est celui de la Galerie Marianne qui a la gentillesse de nous accueillir avec la ville de Mâcon et également parce que pour une conférence, nous sommes dans le bain, nous baignons complètement au milieu des œuvres aquatiques qui vous sont présentées ici. L'eau entre art et science. Nous allons aborder ce vaste sujet en 3 temps. D'abord, l'eau en elle-même, cette inépuisable génératrice de formes, si présente dans notre quotidien. Et une fois qu'on aura vu à quel point, finalement, ce vocabulaire de l'eau est constant et relativement universel, on ira dans le monde de l'art et on regardera de façon plus analogique, on va dire, la façon dont l'art a utilisé ce même vocabulaire en se disant est-ce qu'il y a une influence de ces images que vous pouvez voir sur les murs qui sont fabriquées par l'eau ou par des artistes connaissant l'eau, comme le fait Guylaine, est-ce qu'il y a une influence entre ces images-là et les autres images qu'on peut retrouver en gros de Lascaux jusqu'à Picasso. Parlons maintenant des formes de l'eau. Un monsieur comme Pierre-Gilles de Gennes, qui est un prix Nobel de physique, a passé une partie de sa vie à étudier les bulles. Et il a fait un splendide bouquin sur le sujet. Pour essayer de bien comprendre ce qui se passe à l'intérieur, en fait, on va regarder pas à pas, mais assez rapidement pour que ça reste simple, ce cristal de glace qui fait à peu près 5 cm dans l'étang à côté. Quand vous voyez un petit vortex, comme ça, un petit tourbillon, que vous voyez 2 bulles à la sortie d'une cascade dans le ruisseau d'à côté aussi, ces formes triangulaires ou en tourbillon ne sont pas des hasards, il y a des lois derrière. Quand vous voyez une bulle, c'est rond. Pourquoi tout ça c'est rond ? C'est relativement simple, il y a ce qu'on appelle la tension superficielle, qui fait que tout ça, ça se serre comme ça, et qui, les molécules ont tendance finalement à rester ensemble, et quand tout le monde est pareil et qu'on se serre tous, ben, ça fait, c'est homogène, et qu'est-ce qu'il y a de plus homogène qu'un rond ? Un rond, une sphère. Les atomes frontaliers se serrent, et que cette tension de surface est importante, elle est constitutive de toutes les formes que l'on va trouver à l'intérieur de l'eau. L'eau, il y en a absolument partout. C'est un corps chimique polymorphe, c'est-à-dire qu'en fait, il a plusieurs phases, plusieurs états. Il peut être liquide, il est en glace, il est gazeux. Ce sont les trois états majeurs. Et il a une particularité aussi qui est très très utile pour nous, Dieu merci, c'est un puissant solvant et mouillant. C'est entre autres pour ça, si vous voulez, que les éléments vitaux qui ont permis la naissance et l'avènement de la vie, ce qui fait qu'on est là pour en parler aujourd'hui, c'est parce que c'est dans l'eau que ça s'est passé. Et que la biologie, finalement, est totalement liée à la chaîne de l'eau. Maintenant on s'est rappelé simplement ce qu'était cette molécule magique, on va regarder comment elle se comporte. Alors, quelques mots comme la cohésion, la viscosité, les liaisons moléculaires, on va revenir, les tourbillons, les bulles, les surfaces, et l'optique des surfaces. Les éléments de construction, d'architecture, se sont faites à partir de formes qui préexistaient dans la nature et dont l'eau nous donnait un exemple. Je suis bien précis. On n'a pas forcément regardé l'eau, c'est l'eau donnait un exemple. Et là, je vous montre 2 formes complexes. Il y en a une qui est faite à partir de bulles à gauche et l'autre à partir de reflets à droite. Alors, pour aborder les formes complexes, il faut introduire une nouvelle notion qui est celle des ondes. Les ondes, si on regarde ça d'une façon un peu plus large, en sortant du milieu purement aquatique, il y en a à peu près partout. Je me suis dit, finalement, ce phénomène absolument omniprésent, si seulement on arrivait à le matérialiser, à le comprendre, à lui parler en le voyant et en le touchant, ce serait quand même plus simple. J'ai été fasciné par une chose qui s'appelle les interférences. Alors les interférences, c'est tout simple. Vous prenez un caillou dans l'eau, vous en jetez un autre à côté, ça fait des ronds. Quand les ronds se croisent, à cet endroit, les interférences. Voilà. Alors c'est un lieu de rencontre, et je vais simplement vous montrer quelques exemples. Bon, il y en a d'autres sur les murs, mais là on les voit bien. Donc là on est quand même relativement près.
Toutes mes photos sont naturelles et je les prends à peu près entre 5 et 10 cm de la surface. Donc pour vraiment voir ça de très très près. Et donc là, on va voir effectivement cette surface un peu striée. Et tout ce qui est en ombre, en fait, ce sont des reflets. Et là, en fait, j'ai moins de reflets, mais par contre, j'avais du soleil. Et donc, on voit beaucoup plus le côté joyau, hein, un peu comme les pattes de verre. Là, je suis descendu encore plus près. On a l'impression de voir des photos prises au microscope électronique de molécules chimie organique. On retrouve des motifs qui, esthétiquement, sont attrayants. Et quand je vois l'écoute qu'il y a et la réception qu'il y a dans le milieu artistique, par rapport à ça, il y a effectivement un langage qui est proche du langage artistique. Comme les vieilles croyances, en particulier les croyances chamaniques dont on retrouve les traces dans les grottes Chauvet et ailleurs, et dans les sociétés anciennes, hein, c'était que la matière est habitée. Et quand la matière est habitée, il faut dire, mais comment est-ce qu'on fait pour dompter finalement cette matière et faire qu'on se mette du bon côté par rapport au courroux de la matière. Alors, eh bien, on va trouver des gens qui vont être des guides, des interprètes. Hein, alors ça a été les grands prêtres, et il y a une vieille histoire de connivence finalement entre l'art et le sacré. Ça remonte très très loin du temps des chamans et ça va jusqu'à l'art officiel, hein, l'art et la politique, l'art et le sacré. Dans cette association, il y a eu les chamans, il y a eu les prêtres, etc. Et aujourd'hui, il y a aussi les artistes. Les artistes sont des gens qui vont interpréter la vision de la nature. Et quand on dit la nature, c'est la nature au sens large, hein, je veux dire presque cosmique, hein, sans être prétentieux. Et que les artistes restent des guides et des interprètes finalement du monde qui nous entoure. Partons maintenant pour un voyage à travers les rencontres de tableaux et de photographies d'eau. L'observateur que je suis, je m'efface complètement derrière le sujet. Imaginez que vous voyez simplement un verre d'eau, là, voilà. Parce que ce que je vais vous montrer, ça existait de tout temps et elles existeront encore bien longtemps après. Quand on voit ce que faisaient les hommes néolithiques, alors ça on est en Irlande là, où ils ont utilisé, c'est dans un tumulus, il y avait une énorme pierre comme ça, une merveilleuse, où il y a ces symboles, je parlais de l'infini, le passage vers la mort, où on va retrouver ces spirales. Ces spirales sont exactement ce qu'on va trouver dans le cours de la vie, comme le cours des ruisseaux, si vous voulez. Là, on ne sait pas très bien ce qui se passe. J'ai trouvé une phrase de Baudelaire que j'aime bien, c'est « Jamais couleur plus belle, plus intense ne pénétrèrent jusqu'à l'âme par le canal des yeux ». Et là, il le disait en parlant d'une étude qui était une étude d'Eugène Delacroix, qui s'appelle « La chasse au lion ». Une étude dans laquelle il y a une énergie formidable de mouvement, de couleurs, de matière, qui rappelle exactement les tourbillons de l'eau. Et j'ai été très très surpris dans cette gravure de Rembrandt, c'est de voir l'éclairage qui a été choisi par Rembrandt quand il a voulu représenter cette scène absolument extraordinaire, je dirais, dramatique de la crucifixion. Là, c'est complètement sublimé, donc là, il a utilisé le symbole de la lumière pour arriver à représenter avec une humanité qui est presque indistincte. Et c'est vrai que quand je vois ça et que je prends la photo qui est un peu au fond là-bas, j'ai été très surpris parce que cette association, c'est pas moi qui l'ai faite. Et à chaque fois, les gens m'ont dit, mais ça a une vision de fin du monde. Si on va vers de l'eau un petit peu plus calme, voilà, du côté de la Tamise, et alors Monet avait un œil complètement extraordinaire parce que là où vous voyez du brouillard, ou moi aussi je vois du brouillard gris, lui il voyait l'arc-en-ciel total. Madame Bloch-Bauer, qui était la femme d'un industriel autrichien, et que Klimt a portraituré d'une façon absolument extraordinaire. Il a mis 3 ans à faire ce tableau, en essayant d'inclure un vocabulaire esthétique qui était celui très en vogue à l'époque. Mais pourquoi? Parce qu'on était très proche de la nature. On commençait à l'époque à avoir une vision à la fois scientifique, mais analytique de la nature. Et je vous pose la question, où est-ce que Klimt a trouvé ses yeux, qui ne sont pas des yeux égyptiens? Là, chers amis, là. Cette image de la femme très élongée avec un drapé et avec un ventre
assez prometteur. On va le retrouver en particulier dans un merveilleux tableau qui est le Printemps de Botticelli. Alors c'est assez humoristique parce que le printemps, en fait, c'est le mariage de Vénus et de Mercure. Ils vont se marier. Je trouve que Vénus a peut-être pris un peu d'avance. Alors ça, c'est un peu plus hard. Alors, en fait, je démarrais par la photo de droite. Parce que ça, un jour où il faisait un temps absolument affreux au bord de la mer, j'ai vu cette espèce de chimère, si vous voulez, qui était en train de se résorber. Voilà. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais ça ressemble complètement à Archimboldo. Alors, si on saute de l'autre côté, qu'est-ce que faisait Archimboldo? Il a fait ça pour la cour des Habsbourg. Donc vous voyez qu'il y a une petite couronne là-haut, il y a une petite couronne, et c'était le prince régnant des Habsbourg. Eh bien, il y a au moins trois niveaux de lecture. Le premier, c'est simplement, ça représente la mer, l'eau, hein, l'eau, pardon, et il y a 46 sortes d'animaux, la plupart sont locales. Et la deuxième chose, c'est que les animaux ne sont pas choisis au hasard. Il y a le crabe, comme ça, avec la carapace. Ça, c'est la solidité, c'est la force. Il y a le collier de perles, c'est la richesse. Voilà. Et toute la symbolique qu'on adorait à ces périodes où l'alchimie était quand même très en avant, hein, c'était la science de l'époque, l'alchimie, c'était d'avoir des interprétations qui permettaient en fait presque de mettre de la métaphysique dans la physique. Autre chimère qui est là et qui, je crois, a fait beaucoup parler les enfants. Alors moi, quand j'ai vu ça, je ne connaissais pas le tableau de Picasso. Mais je me suis dit, ça ressemble à un Picasso. J'avais vu les tarots comme ça quand il exposait à Avignon. Et je me suis dit, ça ressemble. Je suis allé sur Internet, je suis tombé là-dessus. Je me suis dit, c'est pas possible. Ça, le même décalage des yeux, c'est la même palette, c'est la même couleur. Il y a les cheveux comme ça qui ont l'air d'arriver au même endroit, c'est les mêmes proportions. Son vocabulaire qui fait que nous, on identifie une femme à droite et qu'à gauche, on identifie tout ce qu'on veut. Moi, j'ai identifié une femme ou un lion. Voilà. C'est parce qu'on a des référentiels communs. Alors Paul Klee, il était à l'époque où il y avait le Bauhaus, enfin, tous ces mouvements très structurants. On faisait du Le Corbusier, on faisait des choses, le carré c'était parfait, c'était les carrés magiques. Eh bien, lui il a fait ce tableau, et moi j'ai fait l'autre. Voilà, bon. Non, moi j'ai rien fait. J'ai pris la photo de celui qui était là. Gillen en fait aussi des très bonnes comme ça. C'est extrêmement facile à voir, ça. Quand on parlait effectivement de la syntaxe, on a croisé tout à l'heure M. Escher qui se regardait dans sa sphère lumineuse. Ces gravures qui sont très extraordinaires, qui s'appellent Jour et Nuit. Alors Jour et Nuit, c'est l'alternance, sont les cycles avec effectivement le noir qui devient blanc, comme ça par itération progressive. Et vous remarquerez, l'avez peut-être déjà fait, quand vous regardez ces photos d'interférence, le même motif se répète de droite à gauche et de bas en haut, avec chaque fois une légère variation. Je me suis dit, c'est curieux, ça ressemble quand même à du Buffet. Alors ce qui était quand même assez drôle, c'est que c'était le lendemain du Brexit. J'ai posté ça sur Internet, je peux dire que les commentaires ont parfois été un peu acides. Quand un artiste fait ça, vous croyez qu'il va faire ça du premier coup? Non, il a fait des ébauches, deuxième, troisième fois. Et c'est cette espèce de redite, cette façon de revenir sur un motif qui fait que d'un seul coup, finalement, il y a des analogies de forme, des analogies de comportement de l'homme vis-à-vis de l'objet. Mais il y a aussi d'autres artistes, si vous reconnaîtrez certainement, qui prolongent et qui font vivre encore, et c'est notre plaisir à chaque exposition, qui font vivre cette extraordinaire connivence qu'il y a finalement entre les forces de la nature et les forces des artistes. Notre regard, il est conditionné complètement, et de longue date, par des images pures que l'eau continue à créer inlassablement. C'est-à-dire que ça va passer après nous, c'est quand même une bonne nouvelle. Et elles ont la candeur des lois simples. Et chaque époque va ajouter ses interprétations parce que notre besoin humain est toujours de donner un sens à ce que nous voyons. Et les artistes sont des personnes qui savent véritablement donner un sens. Donc ce qu'on peut dire en conclusion, si vous voulez, c'est que notre univers créatif, il est né de l'eau comme nous, hein, et il jaillira longtemps des richesses de l'onde, donc le voyage d'eau continue.